Du coup, Charlotte Marmilly, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, vous avez été choisie sur le site laprimaire.org par 30 000 personnes environ. D'où elle vient cette idée de se lancer en politique, de faire un peu de politique? De faire de la politique, c'est venu parce qu'on est venu me chercher en 2014. J'étais très active dans le monde associatif, mais j'étais restée en dehors de tout engagement politique. Et puis une liste Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche et Société Civile est venue me proposer de participer. Et donc depuis 2014, je découvre la politique. On a été élus, j'ai été nommée adjointe. Je me suis dit, mais en fait, quand les citoyens s'emparent de ces sujets, on peut faire plein de choses et on peut les faire différemment du monde associatif et on peut faire changer les choses de l'intérieur et ça vaut le coup. Quand j'ai vu la primaire point 1, je me suis dit, c'est la même démarche mais au niveau national et il est temps de faire ça. Est-ce que vous auriez pu faire une démarche toute seule sans passer par ce site? Ah non, absolument pas. Et même en m'inscrivant sur le site, je n'avais pas l'intention d'être la candidate qui sortait de la primaire.org. Ça s'est fait pas à pas. J'ai jamais rêvé d'être présidente de la République. Est-ce qu'il y avoir quand même 30 000 personnes qui vous ont soutenu, qui ont voté pour vous sur ce site, ça donne une certaine légitimité, un petit soutien quand même de départ pour vous conforter et pour essayer d'avancer dans ces candidatures, après dans ces recherches de soutien? Absolument, et plus que ça, c'est un vrai engagement vis-à-vis des gens qui ont donné, il y a 32 000 votants, il y a 25 000 personnes qui ont donné mention bien et très bien. C'est un véritable engagement et une responsabilité vis-à-vis des gens qui ont fait cette démarche. Justement, votre programme, vous le considérez un petit peu de quel bord? J'ai vu un petit peu centre-gauche, c'est comme ça un peu qu'on peut le définir? Je crois pas, je crois qu'on est sur une nouvelle façon de faire de la politique, que les questions gauche-droite sont des questions qui depuis quelques années se comprennent de plus en plus difficilement, qu'en revanche l'humanisme, l'appel, la transition écologique sont des valeurs qui doivent rassembler une certaine forme de progressisme ou d'un espoir d'une société qui aurait un futur désirable, souhaitable, vivable et égalitaire. Justement, vous vous sentez quand même proche de certains hommes politiques, courants politiques. On peut retrouver certaines mesures, par exemple la 6ème République avec Jean-Luc Mélenchon, le revenu universel avec Benoît Hamon. C'est des personnes qui peuvent, d'un point de vue politique, être un petit peu proches de vous quand même dans certaines idées, pas sur toutes, mais au moins sur certaines. Oui, bien sûr, mais le revenu universel, Nathalie Kosciusko-Morizet le proposait aussi. La question, c'est quel projet de société et puis quelle façon de faire de la politique. Est-ce que c'est une question d'appareil partisan où on invite de temps en temps les citoyens à participer? Est-ce que c'est un homme providentiel qui sait tout, qui a les réponses à tout? Ou est-ce qu'on inverse la façon? Est-ce que les citoyens peuvent ne plus être un contre-pouvoir mais bien un pouvoir à part entière? Est-ce qu'on peut passer d'une démocratie uniquement représentative et encore avec des gens qui ne nous représentent pas beaucoup, en tout cas qui ne ressemblent pas à la diversité du pays, à une démocratie délibérative où les citoyens peuvent poser des questions et construire des réponses? Justement, vous voulez faire une assemblée de citoyens, justement, comment est-ce que ça peut être mis en place concrètement? Comment ça peut se faire et sortir du cadre un petit peu de l'utopie? Concrètement, il y a déjà des expériences qui existent. Pareil, on n'invente rien. Le président peut faire un référendum dès son arrivée pour lancer une constituante. Si la personne du Parlement, les processus sont là. Pour aussi d'ailleurs proposer à ce qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un non-cumul des mandats et dire on décale, mais on va avoir que du renouveau à l'Assemblée nationale. Et puis, on va convoquer des assemblées locales, à chaque fois avec du tirage au sort, avec des gens formés et avec une transparence sur toutes les délibérations que chaque assemblée locale aura sur la Constitution et puis faire remonter sur une plateforme nationale où tout le monde pourra voir les différentes étapes. Ça doit être animé par des personnes indépendantes, par des gens qui sont constitutionnalistes, par des citoyens tirés au sort pour la représentation et puis par un conseil des sages, je pense, de gens qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. Il y aurait combien de personnes dans cette assemblée de citoyens? Combien il y aurait de citoyens? On n'a pas d'idée encore. Le mieux c'est d'avoir beaucoup de monde. La question est, on va tirer les gens au sort. Je ne sais pas encore combien par département. Ça, on attend. Il y a plusieurs options et les chercheurs qui travaillent sur ces questions en discutent et on fait le point là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on ait des gens tirés au sort qui puissent être indemnisés pour venir et participer et également que ça soit ouvert à tout le monde. Donc au fond, potentiellement, 40 millions de personnes ou 60 millions si on compte les jeunes peuvent participer à cette étape-là. Pour un revenu universel, ça sera un revenu universel dans votre idée de combien d'euros et comment est-ce qu'on financerait, par exemple, la mesure de Benoît Hamon a fait beaucoup susciter débat puisqu'on parlait d'une mesure de 300 milliards d'euros en termes de coûts. Comment ça c'est possible
Revenu universel aussi. Alors, ce revenu universel, c'est un projet de société. Ça s'inscrit dans un projet global autour de la fiscalité. Si on ne revoit pas la fiscalité, on ne peut pas le financer, mais si on revoit la fiscalité, on peut le financer. Autour des questions de logement, si on ne travaille pas sur l'inflation du logement, ça ne marchera pas. Il faut aussi qu'on s'assure que le logement ne va pas augmenter. Ça s'inscrit aussi autour des questions administratives. Dans notre projet qu'on est en train de construire avec des gens qui travaillent depuis longtemps, on fusionne aussi, on arrête d'avoir les caisses de la sécurité sociale, d'avoir le RSI, la MSA, etc. On travaille sur la retraite, le minimum retraite devient un revenu universel âgé. On monte pendant 5 ans jusqu'à 1 200 €. Et puis on travaille sur les droits fondamentaux. Ça veut dire qu'une partie du revenu universel est en droit sur l'eau, en droit sur l'électricité. Une autre partie du revenu universel est en monnaie complémentaire. Notre projet aujourd'hui coûte 500 milliards d'euros, donc 300 milliards existent déjà, et donc 50 milliards sont financés par la lutte contre l'évasion fiscale, et le reste est financé par la fiscalité. Justement, certaines mesures de votre programme, on peut les retrouver chez d'autres politiques, d'autres hommes politiques ou femmes politiques. Justement, votre candidature, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Pourquoi est-ce qu'on se tournerait plus vers vous plutôt que par exemple pour cette 6ème République ou le revenu universel, pas vers Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon par exemple? Je crois que c'est vraiment la façon de faire la politique qui fait la différence. Ces questions sont dans l'air du temps, elles font partie de la marche de l'histoire, elles se posent en France, elles se posent ailleurs. Le changement du travail, le futur qui vient, la perspective pour les jeunes n'est plus d'avoir une carrière linéaire. Donc tout ça doit se réinventer, et c'est aussi la question de se poser en perspective, et de se poser en perspective de comment on fait de la place à des nouvelles personnes. Comment on a des gens qui dirigent, qui sont des gens qui ont travaillé, qui ont une emprise dans la vie, qui ont aussi eu des galères. Moi, Jean-Luc Mélenchon, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est quelqu'un, il est élu depuis 30 ans. Il y a un moment, en termes de crédibilité démocratique, c'est très compliqué pour moi. Benoît Hamon, depuis ses 17 ans, il est au PS. Il y a comment pour retrouver la confiance vis-à-vis des politiques, pour changer cette image de tous pourris, de toujours les mêmes, c'est nécessaire de renouveler. Et renouveler, ça veut dire prendre le risque de lâcher le pouvoir, notamment le pouvoir de choisir ses candidats. Ça veut dire ouvrir. Vous avez dit qu'il y avait, selon vous, un esprit un petit peu de révolution avant cette élection de 2017. Est-ce que vous ne trouvez pas, au contraire, qu'il n'y a pas un esprit de consternation, de vote blanc un petit peu, où tout le monde va voter un petit peu par dépit, comme c'est le cas déjà depuis 5-6 ans au moins? Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de colère, et la colère, elle peut mener à l'indignation et à l'action et à l'espoir, ou elle peut mener au populisme, ou elle peut mener au dégoût. Cette colère-là, elle est vraiment importante. Nous, porter un nouvel espoir collectivement, un espoir citoyen, une façon différente de faire de la politique, avec de l'éthique, avec de la transparence, c'est une façon de transformer cette colère en espoir. On fait notre part, on essaye de le faire. J'espère qu'effectivement ça n'ira pas vers le populisme et le dégoût, et qu'on n'aura pas Marine Le Pen. Il y avait une remarque faite à Ramayette qui l'a énervée, puisqu'elle c'est compliqué pour elle de trouver 500 signatures. On lui avait fait remarquer qu'elle ne serait jamais présidente de la République. Est-ce qu'au final, pour l'instant, votre candidature elle n'est pas plus symbolique qu'autre chose? Vous êtes encore en attente de ces signatures et que ça va être compliqué encore de convaincre, et que la marche est un petit peu encore longue jusqu'à avril? La marche est longue jusqu'à avril, la marche est longue pour les signatures, la marche est longue financièrement pour payer une campagne, financièrement pour moi, parce que je n'ai pas des revenus, je n'ai pas de parti, et si j'arrête de travailler, c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Pour faire rembourser des frais de babysitting, le Centre national des comptes des élus dit mais attendez, on ne nous a jamais posé cette question. Donc la marche est haute sur le moment où les citoyens peuvent effectivement s'emparer de ces questions. Néanmoins, si mon élection est effectivement peu probable, je vous l'accorde, tout ce mouvement-là contribue à créer un archipel citoyen, et on travaille pour les législatives. Ce n'est pas une option de court terme, c'est une option de long terme. Travailler pour les législatives, ça veut dire que tous ces gens, dans les 3000 volontaires sur notre site, qui vont voir des élus parfois pour la première fois, vont aussi s'activer pour qu'on ait des candidats citoyens. Et créer un groupe citoyen au Parlement, c'est quelque chose qui est possible et qui serait une révolution. Et puis ensuite, il y aura les européennes, et puis ensuite, il y aura les municipales en 2020. Et tous les gens qui seront dans cette démarche de changer la politique pourront à ce moment-là créer des listes, parce qu'on aura travaillé tout ça. Vous n'excluez pas une réunion avec d'autres candidats pour essayer d'atteindre ces 500 candidatures? Est-ce qu'au contraire, se réunir avec d'autres candidats, c'est pas un peu une perte d'identité et une perte de programme? Pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Il y a des candidats de la primaire qui vont rejoindre, c'est des candidats, je les appelle petits candidats, veulent s'unir au projet. De toute façon, ça sera dans la transparence, sans négociation. J'ai rien à vendre, rien à acheter.
En revanche, rejoindre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, ça n'aurait pas de sens par rapport à la démarche qu'on défend. Là, encore une fois, il ne s'agit pas que le PS crée un conseil citoyen pour un petit peu influencer les discussions. Il s'agit que les citoyens invitent les partis à nous écouter. Comment expliquer cette peur, cette frivolité des maires à s'engager pour des petits candidats, des candidats sans étiquette qui sortent un petit peu de nulle part? Là, les maires qui ont une démarche, je trouve au contraire qu'ils réagissent de façon plutôt positive. Ils ont le pouvoir de changer énormément de choses. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui ont une pression, qui disent oui, je te soutiens, mais ne le dis pas tout de suite parce que j'ai un aménagement en cours, il ne faut pas que je perde mon budget. Et ça, de pouvoir le dire, de pouvoir l'écrire dans la presse à certains endroits sans qu'on soit tous dans la rue à hurler, c'est scandaleux, c'est mafieux comme pratique. Dire qu'un président d'agglo pourrait mettre la pression sur un maire parce qu'il a donné son parrainage, c'est absolument scandaleux. Ils ont un droit de prendre l'électeur, c'est un droit démocratique, personne ne devrait avoir quoi que ce soit à leur dire dessus. Et c'est ça, moi, qui me fait peur, plus que le fait que j'ai ou pas mes parrainages, c'est le fait que des maires, des gens élus par le peuple, puissent se sentir brimés au moment de donner un parrainage par des menaces extérieures de grands partis. Justement, vous avez rencontré Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est lui-même issu en 2014 pour les municipales d'un mouvement citoyen. Est-ce que vous l'avez convaincu ou est-ce qu'il reste derrière son idée de défendre Nicolas Hulot pour les présidentielles? Il est en train de défendre Nicolas Hulot, qui est un projet intéressant, et puis on verra la suite. Ok. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces idées de fond qu'il y a à Grenoble? Parce qu'on a quand même beaucoup de projets citoyens à Grenoble, une monnaie locale, un supermarché participatif, il y a quand même beaucoup de projets. C'est intéressant ce laboratoire à idées qui est en train de foisonner à Grenoble, non? C'est pour ça qu'il était important pour moi de venir à Grenoble, et puis l'invitation des réseaux citoyens. Il y a énormément d'initiatives citoyennes dans des territoires, des innovations démocratiques qui se font, et c'est aussi être témoin de cette multitude d'innovations, à chaque fois différentes, à chaque fois en lien avec l'histoire. Grenoble a une histoire particulière au regard de la démocratie, et comment ça ne reste pas au niveau des territoires, comment là, puisqu'il est plus que temps, face aux urgences démocratiques, aux urgences sociales, aux urgences géopolitiques, aux urgences financières qu'on a, de passer à l'échelle toutes ces initiatives. Comment est-ce que vous expliquez ce mouvement de fond, pas seulement local à Grenoble, mais même d'un point de vue national? Il y a d'autres supermarchés participatifs, il y a plein de monnaies locales, il y a le film Demain qui a eu un gros succès. Ouais. Comment est-ce qu'on explique un petit peu cette émergence du mouvement citoyen de plus en plus fort et présent? On a changé de siècle, on est dans une 5e République créée pour De Gaulle pendant les 30 Glorieuses. Le monde a changé, les gens changent, les gens s'approprient, les gens s'émancipent. Il y a des réseaux, on est sur une nouvelle génération qui prend son destin en main et qui, je pense, est parfois bien plus conscience des enjeux que des politiques parfois extrêmement déconnectées de la réalité. 70% des Français vivent avec le SMIC ou moins. C'est quelque chose qui, à la vue de certaines déclarations, paraît très très éloigné de la réalité d'élus nationaux. C'est un terme qu'on entend beaucoup, à tort et à travers. Est-ce qu'au final la solution maintenant c'est pas d'être anti-système? Beaucoup l'utilisent alors qu'ils sont issus du système, par exemple Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'au final l'anti-système c'est une belle idée à défendre et que ça peut être une solution pour l'avenir? Ça va être la solution d'avenir? Pour moi, c'est changer le système. Qu'est-ce que c'est le système aujourd'hui? C'est un système où il n'y a pas de statut de l'élu, où 80% des élus cumulent. C'est pas parce que c'est tous des pourris, c'est parce que le système, la mise en place, le fait qu'il n'y ait pas de statut de l'élu, qu'il n'y ait pas de chômage, que les indemnités soient plus ou moins hautes, fait que, effectivement, ne pas cumuler pour un élu, c'est un vrai choix politique et le choix plus simple, c'est ça. Le fait qu'il y ait du cumul des mandats dans le temps, ça fait que les gens ont des carrières politiques de 30 ans et que le système ne permet pas le renouvellement. Le fait qu'il n'y ait pas de règles entre passer d'un mandat électif à une banque fait que le système permet le pantouflage. Le fait que les députés puissent accepter d'être invités à un repas avec des industriels agroalimentaires ou pharmaceutiques fait que le système crée ça. Être anti-système, c'est dire comment on rend tout ça transparent, comment on a une autre façon de gouverner, de décider, de consommer. C'est ce système-là qu'on dénonce. Et je ne suis pas sûre que ce soit le même système que dénonce Emmanuel Macron. Justement, est-ce que maintenant aussi il y a une bataille numérique à gagner? Il y a de plus en plus d'élus sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, même sur YouTube. On a Jean-Luc Mélenchon ou Florine Philippot par exemple qui sont lancés à faire des vidéos. Est-ce que maintenant c'est aussi une bataille, un terrain de conquête pour les jeunes publics et aussi un canal de communication comme un autre pour tenter de promouvoir ces idées? Bien sûr, et puis l'accès aux grands médias est pas du même pour tout le monde. Les règles du CSA ne sont pas forcément en faveur des petits candidats, comme on les appelle. Donc les réseaux sociaux sont un terrain de bataille. Encore une fois, il y a une question de moyens. Je sais que Jean-Luc Mélenchon a une dizaine de community managers qui sont en permanence sur les réseaux. Nous, on le fait entre deux
rendez-vous. Là, nos équipes de bénévoles s'étoffent, on va pouvoir se doter de moyens un peu plus radicaux pour être présents sur le web. Justement, vous parliez de système, d'anti-système, de changer le système. Comment est-ce qu'une candidate citoyenne comme vous, qui défend une vision citoyenne des choses, se positionne par rapport à l'affaire Fillon, où il y a eu un total manque de transparence, comme vous le disiez, depuis une bonne vingtaine d'années? Je suis atterrée, je suis consternée et surtout, François Fillon a fait sa campagne en disant « moi je suis irréprochable ». Il se dit plus blanc que blanc. Là il est pris mais plus que les doigts dans le pot de confiture. Avec la question c'est pas qu'il ait employé sa femme, la question c'est que c'est un emploi fictif vraisemblablement. En tout cas la justice en décidera, mais qu'il y a quand même des grosses suspicions d'emploi fictif, que par rapport à la revue des deux mondes c'est de l'abus de lien social qui serait envisagé, et que dans un cas comme ça, l'éthique dirait je me retire, dans le doute je laisse pas ça. Ça veut dire que partout dans le monde, la politique française, tous les journaux étrangers titrent en disant que la politique française est corrompue. Il fait un mal fou à tout le pays. C'est absolument, c'est révoltant. Moi, je suis révoltée, mais comme beaucoup de militants, y compris de droite, qui ont cherché à avoir un candidat irréprochable et qui se retrouvent avec quelqu'un qui a fait pire. Enfin, le pire pour moi de François Fillon, c'est dans ses déclarations le fait qu'il ne se rende pas compte que ce sont des sommes délirantes au regard de ce que gagne la majorité des Français. Et ça, moi j'ai vécu ça comme un mépris profond de la réalité du pays qu'il entend diriger. D'accord. Ce qui est intéressant sur votre candidature de la primaire France, c'est que vous avez été choisi, donc on l'a dit, par environ 30 000 personnes. Mais est-ce qu'au final, de manière générale, aujourd'hui, on n'est pas encore trop frileux pour choisir une femme à la tête du pays? On l'a vu avec Ségolène Royal, ou même de manière générale, aux primaires, elles sont là pour représenter les femmes, mais au final, elles ne seront pas en tête d'affiche. Est-ce qu'on est encore avec des femmes qui vont jouer les seconds couteaux sans jamais défendre une tête d'affiche, justement Oui, c'est la place des femmes en politique, on voit les images, ils sont tous... Et puis c'est pas seulement les femmes, c'est quand même des hommes blancs, d'un certain âge, avec une cravate. On est sur une image politique très datée et assez peu renouvelée. Pour moi, c'est important d'être là en tant que femme. Je ne représente pas toutes les femmes, je ne représente pas non plus l'intersectionnalité. Être une femme blanche, c'est pas pareil qu'être une femme d'origine maghrébine ou d'une femme noire. Donc il y a encore des étapes à faire. En revanche, je pense que c'est très important, oui, d'affirmer cette différence-là et de dire, on a eu quand même beaucoup de précédents hommes, l'alternance, ça devrait être aussi l'alternance paritaire. Votre candidature aide quand même à combattre le sexisme, parce que pareil, on parle de système. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'affaires graves par rapport aux femmes, à l'Assemblée, au sein même du gouvernement. Il y a quand même eu des problèmes de sexisme au sein du gouvernement et parmi nos élus. De sexisme et de violence sexuelle. Il y a des problèmes graves et toutes les femmes qu'on rencontre peuvent en témoigner au niveau politique. Pas que au niveau politique, mais le niveau politique n'est pas plus épargné et donc c'est fondamental. C'est aussi fondamental, c'est aussi une démarche de témoignage, c'est de dire je peux y aller et donc en plus sans l'appui d'un parti, et en tant que femme, je prends mes responsabilités d'y aller, plutôt que de râler que les femmes n'y vont pas. C'est aussi s'avancer et dire bon, on va être plus forte que ces attaques-là et on va revendiquer. Je le fais déjà dans des réunions nationales. On est beaucoup de femmes à mettre en place des choses pour justement permettre de lutter contre une certaine discrimination qui existe. Dernier petit thème, juste pour parler un tout petit peu de médias, vous qui débarquez dans ce monde politique, quel regard vous jetez sur les journalistes de manière générale, sur les médias, actuellement dans une campagne politique, de ce qui plus est, s'il y a beaucoup de tensions Moi, un des points sur lesquels vraiment je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est son attaque régulière des journalistes. Je pense qu'il y a énormément de journalistes qui font le travail. Si j'ai été invitée dans des médias nationaux, c'est parce que des journalistes se sont battus pour que j'y aille, et le retour est intéressant. Après, ce qui est scandaleux, c'est que la loi ne soit pas appliquée concernant la mainmise de certains grands groupes sur la presse. Et il faut que la loi soit appliquée, il faut absolument qu'on sorte de ces emprises financières incroyables sur les médias et qu'on défende une presse libre et indépendante, qu'on puisse défendre par exemple un conseil de la presse, des choses qui existent dans d'autres pays, qui permettent aux journalistes d'affirmer et eux aussi de récupérer de la confiance avec les citoyens, parce qu'ils sont aussi bien mis à mal. Est-ce que leur crédibilité a été attaquée, un petit peu mise à mal avec le Brexit, avec Donald Trump, avec même les deux primaires où il y a eu des sondages qui sont complètement passés à côté, où on base le résultat d'une élection sur un échantillon de 1000 personnes aussi?
Oui, ça c'est un vrai problème, mais je pense que le journalisme, comme beaucoup de professions dans ce monde, est en train de se réinventer. Je ne suis pas sûre que ça soit la seule question où leur crédibilité est mise à mal. Là où j'ai plus de mal, c'est par exemple toutes les unes d'Emmanuel Macron et le fait que ils peuvent choisir, ils sont faiseurs de roi, effectivement, et faiseurs d'un engouement médiatique. C'est peut-être plus sur ces questions-là que je m'interroge. Sur Trump, voilà, oui, effectivement, on a tous, je crois que personne n'a voulu y croire. Qu'est-ce que ça va... Enfin, ce qui ne m'intéresse pas, c'est forcément le bilan qu'il a fait, c'est qu'est-ce qui va être fait de par les journalistes, comment ils vont se reposer des questions par rapport à ce qui s'est passé et changer leur pratique. Justement, avec l'affaire Pénélope Fillon, et même de manière générale, vous êtes à Mediapart ce soir, Ouais. Est-ce qu'au final, il y a quand même des journalistes, des journaux qui jouent en ce moment même le rôle quand même de quatrième pouvoir, en révélant notamment ces affaires à un moment critique pour que les citoyens soient éclaircis, soient pleinement conscients pour faire un choix juste et intelligent en mai prochain? Mais je pense qu'il y a énormément de médias qui font leur travail, y compris dans la presse plus traditionnelle. Effectivement, Mediapart, Le Canard enchaîné et les autres font un travail exceptionnel et essentiel. Ce ne sont pas les seuls. Ils ont en revanche peut-être plus de liberté hiérarchique pour le développer. Très bien. Dernière petite question. Dans un monde citoyen et solidaire que vous défendez, quelle serait la place du journaliste, des journaux, des médias? Qu'est-ce qu'il faudrait changer par rapport à aujourd'hui pour que tout ceci, toutes les relations un petit peu s'apaisent, puisqu'il y a aussi beaucoup de défiance vis-à-vis de la société actuellement? Je vous parlais d'un conseil indépendant de la presse. Je pense que ça serait quelque chose de très intéressant. C'est la défense absolue du quatrième pouvoir, c'est le respect de la loi sur les séparations, et puis c'est les propositions que les journalistes et les étudiants en journalisme pourront nous faire. Nous, on base tout notre programme sur des valeurs dans lesquelles on va faire monter les propositions des gens qui sont sur le terrain et des gens qui ont réellement des idées et qui connaissent la réalité du terrain. Donc on attend aussi les propositions des journalistes. Super, merci beaucoup. Merci. Pour votre interview.